Juste brancher ma batterie Voilà, supplémentaire. on démarre. Moi, j'ai aussi un petit micro-cravate, comme ça va directement dans le son. D'accord. Alors attends, quelques instants. Ce soir, nous accueillons Michael Darmon. Vous pouvez applaudir. Bonsoir, j'ai encore rien dit. Moi, c'est bien. Michael, merci infiniment de nous faire l'honneur de ta présence. Tu es déjà venu, mais pas en qualité intervenant, en qualité d'animateur, pour une grande soirée que nous avions vécue ici, d'ailleurs quasiment à l'inauguration du bâtiment. Donc merci pour ta fidélité. Michael Darmon, on te présente plus, hein, journaliste politique, tu es passé par les plus grandes maisons, TF1, France 2, tu interviens sur CNews, Europe 1, évidemment, Europe 1, évidemment, Europe 1. Voilà. Et alors tu sors de tes sentiers battus, puisque tu écris un livre que tu viens de présenter en partie, Le Pape et la Matriarche, sur les relations secrètes entre Israël et le Vatican. Point très intéressant d'ailleurs, tu pourras peut-être nous révéler des choses, et notamment moi qui ai pu parcourir le livre, j'ai appris notamment qu'il était prévu un attentat contre Golda Meir le jour de la rencontre avec le pape. Oui. Donc tu nous en parleras. Et puis plus globalement, nous expliquer, c'est le titre que tu as retenu pour la conférence, quelque part du dialogue judéo-chrétien à la lumière des événements au Proche-Orient. Ça, c'est une chose. Voilà, hop, ça c'est à toi. Je t'en prie. Et évidemment, tu pourras développer sur toute l'actualité qui est une actualité brûlante, toujours au niveau israélien, au niveau proche-oriental, et plus généralement les relations entre la France, Israël, le monde occidental, et avec le nouveau prisme qui est l'arrivée de Trump au pouvoir, et tous les soutiens ou pas qu'il suscite. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Nous allons après l'exposé de Michael procéder à des questions-réponses, et nous terminerons par une dédicace de son livre. Merci. Merci Harry, merci beaucoup. Bon. Ouais. Donc, effectivement, je suis très heureux d'être ici ce soir parmi vous. Tout d'abord, je dis publiquement pardon pour le contretemps de la semaine dernière, parce que cette conférence était originellement prévue la semaine dernière, mais des contraintes personnelles m'ont obligé à solliciter Harry pour bouger la date, ce qu'il a bien voulu faire, et merci encore. C'est vrai que ce livre, alors tu dis sorti des sentiers battus. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait j'ai aussi voulu rejoindre mes sentiers que j'avais peut-être moins battus pendant quelques années, mais la volonté, le désir de faire, voilà, de raconter ces relations donc assez méconnues au fond, hein, entre en tout cas du grand public, entre l'État d'Israël et l'État du Vatican, est né il y a déjà une dizaine d'années, lorsque justement je sillonnais pour voilà. À l'époque pour France 2 et pour couvrir l'actualité de la présidence de la République, avec à l'époque c'était donc le mandat de Nicolas Sarkozy, après le début François Hollande. Donc je participais donc à ces voyages officiels, et j'ai souvent eu l'occasion d'aller donc au Vatican. Je connaissais beaucoup aussi Israël par ailleurs. J'avais toujours été au fond étonné de ce hiatus qui avait été si longtemps maintenu entre deux peuples qui se fréquentent depuis quand même voilà 2000 ans, et un écart où il avait fallu attendre jusqu'en 1994 pour avoir un échange d'ambassadeurs et une reconnaissance officielle entre les deux États. Donc en fait, je me suis intéressé à ce décalage, et du coup, je me suis dit voilà, quand j'aurais un peu fait le tour de la manière d'écrire les ambitions répétées et assez au fond connues maintenant des politiques pour accéder à la présidence, je sortirai un peu de cela et je reviendrai sur ces deux sujets qui, parce que bon, j'ai aussi voilà un lien à Israël assez intime. Je suis né en Israël, je suis arrivé en France tout jeune, à 2 ans. J'ai vécu voilà, toute ma vie en Israël, et après je suis parti en Israël dans le cadre d'un programme lié aux éclaireurs israélites et de formation. J'en suis sorti parce qu'on s'est rappelé à mon bon souvenir, notamment du côté de l'armée. Donc j'ai accepté au fond de faire mon service militaire donc en Israël à ce moment-là, au moment de la guerre du Liban.
Et puis, j'ai commencé à travailler dans cette profession que je voulais rejoindre depuis très longtemps, depuis l'âge de 13 ans, le journalisme. C'était au bureau de TF1 à Jérusalem et c'était un mois avant le début de la première intifada, ce qu'on appelle. Hein. Je vais parler plus fort, voilà, on va essayer. Est-ce qu'on va essayer le micro? Il est bon le micro ou pas? Ouais, c'est bon, voilà, merci. Si c'est plus simple, c'est encore mieux. Et voilà, donc c'était, j'ai commencé à ce moment-là à être, comme je dis toujours, au centre de formation à Jérusalem, un mois avant le premier soulèvement palestinien en décembre 87, ce qu'on appelle la première intifada. Et j'ai commencé donc à travailler comme assistant au bureau de TF1 à Jérusalem. Et à partir de là, j'ai continué dans cette voie. Et là, j'ai effectivement découvert aussi, je dirais, bon, tous les aspects évidemment du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, et avec aussi cette nouvelle dimension, en travaillant aussi beaucoup sur Jérusalem et en faisant notamment la connaissance à l'époque du patriarche latin qui avait été nommé à Jérusalem, Monseigneur Sabat, nommé par le Vatican, qui avait fait un geste politique qui, pour la première fois, avait nommé donc un patriarche latin palestinien, issu donc de la communauté palestinienne, parce qu'il voulait justement encourager ce qui se mettait en place, avec d'abord ce qu'on va appeler la révolte des pierres, puis qui a abouti à un processus politique que j'ai pu aussi couvrir, mais cette fois-ci pour la télévision belge à l'époque, qui était ce qu'on appelait le processus d'Oslo, avec la signature, donc on se souvient, le 13 septembre 1993, sur la pelouse de la Maison Blanche, entre Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, qui d'abord comprenait la reconnaissance de l'État d'Israël de la part de l'OLP et le début d'un processus de négociation, de paix qui devait aboutir à une paix globale. On sait que ça n'a pas abouti pour différentes raisons, d'ailleurs, que je suis en train d'étudier pour un prochain livre qui sortira, j'imagine, enfin j'espère surtout, à l'automne, à l'occasion justement des 30 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui seront marqués cette année, puisque en 2025 marqueront les 30 ans de sa mort, le 4 novembre 95 à Tel Aviv. Donc, pour toutes ces raisons, j'avais envie de raconter cette relation en étant aussi un juif de France, élevé dans la République, élevé dans cette matrice qu'on appelle, voilà, pour faire vite, judéo-chrétienne, en étant donc en France et en étant également très intime avec la société israélienne, avec l'État d'Israël, avec son histoire. Je voulais raconter cette relation assez singulière entre donc Israël et le Vatican, et j'avais aussi repéré justement, et c'est ce qui a été le point de départ de ce livre, repéré un moment assez méconnu et qui avait été très déterminant et qui s'est déroulé le 16 janvier 1973, 9 mois avant la guerre de Kippour, au Vatican, et qui avait été donc l'audience accordée par Paul VI à la dirigeante à l'époque de l'État d'Israël, la première ministre, qui était Golda Meir, et c'était la première fois que le pape recevait en audience privée au Vatican un responsable de ce niveau de l'État d'Israël. C'est une rencontre qui effectivement avait beaucoup de signification, qui avait beaucoup de chemins officieux, et qui surtout venait faire rencontrer deux personnalités qui étaient, et c'est d'ailleurs comme ça s'est passé durant l'heure et demie, ça devait durer une demi-heure, ça a duré 1 heure et demie, comme souvent, qui ont au fond voulu avoir une conversation au sommet de l'histoire de leur peuple. Ça s'est passé de cette façon-là, ce qui devait être une audience diplomatico-politique, s'est en fait transformé d'abord en confrontation, puis en échange d'arguments, puis en rencontre au sommet de l'histoire de ces deux peuples, parce que ces deux personnalités incarnaient aussi effectivement au sommet de leur magistère deux personnalités qui représentaient dans ce XXe siècle, qui étaient dans cette logique aussi encore à l'époque en 73 où on parlait d'un monde d'après-guerre quand même. Hein, on était en pleine guerre froide, on était après la Seconde Guerre mondiale. Le Vatican était une plateforme, on en parlera aussi,
on dira un mot très importante dans la lutte contre les affrontements entre les Américains, entre le monde occidental et les mondes communistes. Le Vatican était une plateforme de lutte très importante, mais surtout entre Golda Meir et Paul VI, eh bien, on avait deux rapports à la temporalité, deux rapports à l'histoire, deux rapports à une lecture de l'histoire. Golda Meir représente ce jour-là, face à Paul VI au Vatican, au fond, ce peuple juif qui considère que le Messie, c'est un métier d'avenir, hein, il n'est pas encore, voilà, l'événement doit arriver. Et face à elle se trouvait Paul VI qui représente effectivement cette lecture de l'histoire, considérant que le Messie est venu et que les temps ont été faits et que maintenant il va falloir aussi attendre une rédemption pour qu'il puisse à nouveau refaire une ère messianique. On avait un Paul VI qui effectivement lui considérait, parce que la continuité permanente, l'infaillibilité de la fonction donc pontificale a un agenda qui le dépasse considérablement. D'ailleurs, dans mes enquêtes au Vatican pour ce livre, j'ai été frappé de voir à quel point au Vatican on parle de manière assez désinhibée de l'après, toujours, parce qu'on sait très bien que la personnalité présente du pape, par définition, sera pas éternelle, mais que la fonction, la mission pastorale, le travail qui doit être fait dépasse largement, on va dire, l'aventure humaine et qui est finie par définition. Tandis que face à lui, on avait une dame, Golda Meir, qui à la fois avait l'âge qu'elle avait, mais qui était à la tête d'un très très jeune État, qui avait 25 ans donc à l'époque, et qui elle n'a pas le temps. Elle est pressée. Il y a beaucoup de fronts multiples et urgents, tous, qui sont déclarés en Israël. Il faut mener la guerre, il faut créer une société, il faut créer une économie, il faut accueillir les immigrants du monde entier. À cette époque-là, même d'ailleurs, ça commençait un peu à se calmer, mais cette société a un sentiment tellement d'être pressée que même les créations littéraires utilisent d'abord essentiellement les formes les plus courtes. On voit beaucoup plus de nouvelles que de romans. Le poème est beaucoup plus utilisé que le long texte. Il a fallu un petit peu de temps pour que les écrivains prennent le temps de dire on va pouvoir écrire un roman, parce que ça prend du temps et qu'en Israël il y avait ce sentiment de ne pas avoir le temps. Donc Golda Meir est quelqu'un qui n'a pas le temps. Paul VI c'est quelqu'un qui a tout le temps. Et elle vient lui demander aussi, au-delà de règlement de compte un peu entre guillemets historique sur lequel on va dire un mot, elle vient aussi lui demander que le Vatican reconnaisse l'État d'Israël. Et Paul VI lui dit le temps n'est pas encore venu. Ce qui fera dire à Golda Meir que l'horloge du Vatican n'est pas la même que celle de l'horloge du monde. Et pourquoi lui dit-il le temps n'est pas encore venu? Parce qu'en réalité, il sort, Paul VI, et ce qui le rend éminemment intéressant. Moi, j'étais passionné de plonger dans son pontificat pour des tas de raisons, mais surtout, il vient de terminer, il y a quelques années auparavant, le plus grand chantier de mutation intellectuelle, théologique, philosophique, qui a été porté donc au sein du monde chrétien, c'est-à-dire Vatican II. Vatican II, qui en son sein, qui est une réforme extrêmement complexe à bien des égards dans toute la gouvernance de la curie du Vatican et beaucoup d'autres sujets, mais qui en son cœur a réussi à faire passer, et ça a été un énorme travail de Paul VI, a réussi à faire passer ce texte que l'on appelle Nostra Aetate, hein, qui en latin veut dire notre époque, et qui régissait de manière totalement nouvelle et révolutionnaire les relations entre donc les Juifs et les chrétiens. C'est-à-dire que ça effaçait le fameux dogme du peuple déicide et du fait que les Juifs étaient considérés comme étant responsables de la mort de Jésus et devaient être poursuivis comme tels, ce qui quand même était la matrice d'années, de siècles d'antisémitisme, de persécution. Et Nostra Aetate venait poser le fait que, ça n'était plus un motif de persécution et de culpabilité, que deux, il fallait que ça soit remplacé par l'enseignement
du dialogue, l'enseignement des relations entre les Juifs et les chrétiens. Et Jean-Paul II ira après encore beaucoup plus loin, on pourra aussi en parler. Paul VI poursuivait et concluait en cela la démarche qui avait été commencée par son prédécesseur Jean XXIII, qui lui avait été extrêmement frappé après la Seconde Guerre mondiale, interpellé profondément par les discussions qu'il avait eues avec de nombreuses personnalités, notamment avec l'écrivain historien Jules Isaac, sur la responsabilité de l'humanité après la Shoah. Et ça l'avait convaincu qu'il fallait absolument changer cette matrice, changer ce paradigme et faire en sorte que le nouveau monde qui allait émerger au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisque chaque lendemain de guerre, on est toujours dans un monde nouveau. Donc là, c'était un monde totalement nouveau qui se recréait après les décombres et les tragédies de cette guerre. Eh bien, ça devait passer par une nouvelle relation à l'égard du peuple juif. Et Jean XXIII commence ce travail. Il est malade, il comprend que ça va pas il pourra pas le mener à terme, et parce que c'est aussi un des travaux des papes, c'est aussi de faire en sorte que leur œuvre soit aussi poursuivie. Il avait désigné, pratiquement fait en sorte que soit désigné comme continuateur celui qui était à l'époque cardinal de Milan, qui s'appelait Montini, et qui va devenir Paul VI, qui était à Milan, qui avait été envoyé à Milan sans avoir été nommé cardinal par le prédécesseur de Jean XXIII, mais la première démarche qu'avait fait Jean XXIII avait été de le nommer cardinal, donc de lui donner la possibilité de devenir un jour un pape. Et il avait vu en cardinal Montini, puis qui allait devenir Paul VI, quelqu'un qui pouvait le faire parce que le cardinal Montini était dans sa tradition personnelle, politique, ecclésiastique, intellectuelle, était quelqu'un qui avait lutté contre le fascisme, qui avait été très sensible à la question de la question populaire et la question ouvrière des Italiens à l'époque et de l'humanité. Et il était quelqu'un qui avait toute la construction justement pour pouvoir poursuivre ce travail, d'autant plus que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le grand danger, et en particulier donc en Italie, ce qui a amené les Américains à venir massivement s'intéresser aussi à ce qui se passe au Vatican, le danger numéro 1 n'est plus le nazisme, le danger numéro 1 c'est le communisme. Et il faut absolument tout faire pour qu'en 1946, les communistes italiens ne prennent pas le pouvoir aux élections qui s'organisent, et alors qu'ils étaient assez, ils avaient le vent en poupe, ils étaient assez en avance, mais les États-Unis, en particulier aidés par la CIA, sont venus massivement aider donc les Italiens pour repousser le danger communiste. Le Vatican a pris une part très active, le clergé également, et à l'époque, le cardinal Montini participe avec des hauts responsables, notamment une espèce de maître espion, Jésus Angleton, qui est envoyé par Washington. Il participe en première ligne à ce qui sera la création plus tard de la démocratie chrétienne, c'est-à-dire le parti qui va pouvoir repousser le danger communiste donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On le comprend, cette guerre froide qui s'installe après la Seconde Guerre mondiale a fait du Vatican une plateforme privilégiée de tension et de lutte pour pouvoir justement repousser le danger communiste. Et le jeune État d'Israël qui a compris d'emblée, on le sait bien, la puissance et l'importance du renseignement dans ce qu'on appelle le grand jeu des relations internationales, avait aussi une volonté et un intérêt aussi, on va dire, géopolitique de pouvoir être reçu au Vatican. Vous savez, ils avaient repéré quelque chose qui m'a été confirmé par un cardinal spécial au Vatican qui avait ensuite fait les négociations avec Israël. Ils avaient repéré, et surtout Ben Gurion avait repéré, que contrairement à ce que Staline disait,
le pape combien de divisions pour dire c'est une portion congrue, c'est pas important. Il dit oubliez cette phrase stupide de Staline, disait Ben Gurion. Demandez-vous plutôt sur combien de milliers de gens le Vatican peut compter, parce qu'en fait il avait compris que l'État du Vatican, l'administration du Vatican constitue le réseau de renseignement et de diplomatie le plus étendu au monde, puisque dans chaque coin le plus reculé de la planète, vous avez un membre du clergé qui raconte et qui envoie un rapport sur ce qui se passe dans sa région, qu'il transmet à l'étage supérieur, et tout cela arrive au Vatican. Donc en fait, il y a une connaissance dans le détail de ce qui peut se passer dans chacun des pays au Vatican, qui fait qu'à chaque fois, depuis dans toute la période contemporaine, le Vatican est toujours partie prenante d'une manière ou d'une autre des grands événements géopolitiques, même si c'est pas toujours très connu. Le plus connu a été Jean-Paul II, mais il y a eu, et Paul VI aussi a participé à cela, il y a eu une présence du Vatican dans ce grand jeu du renseignement. Les Israéliens l'avaient aussi compris. C'est pour ça que, au-delà de l'aspect historique et théologique, il y avait ce besoin de se retrouver et de pouvoir être accepté. Ben Gurion disait, et Golda Meir dans la suite le disait aussi, que si il y avait pour pouvoir desserrer l'étau diplomatique de l'époque à l'égard de l'État d'Israël, si il y avait la possibilité de pouvoir convaincre la personnalité qui dirige plus d'1 milliard de consciences sur Terre, eh bien à ce moment-là, peut-être que les pays qui sont qui écoutent l'influence du Vatican, eh bien pourraient à ce moment-là avoir de meilleures considérations à l'égard d'Israël. Donc c'était également une démarche géopolitique. Et puis il y avait également, et ça m'a été aussi confirmé par notamment un des cardinaux que j'ai retrouvé au Vatican, qui avait participé ensuite aux négociations secrètes avec Israël en 92. Eh bien, il y avait aussi cette espèce de fascination mutuelle entre ces deux petits États qui sont, à l'échelle du globe terrestre, sont quand même une dimension de timbre-poste, les deux, mais avec une autorité normative et une influence qui va bien au-delà de leurs frontières géographiques. Deux États qui avaient effectivement mis au cœur de leur fonctionnement une forme de culte du secret, parce que c'était pour les raisons que l'on connaît en Israël et aussi au Vatican, et deux États qui, à eux deux, représentaient, étaient dépositaires de cette histoire judéo-chrétienne qui a commencé donc sur la terre de la Bible, avec Jésus et avec l'histoire que l'on connaît, et que donc qui avait toutes les raisons de se dire il faudra quand même que l'on se parle. Ça n'a pas été simple depuis le début. Je raconte d'ailleurs je pars de cette réunion, de cette rencontre assez particulière entre ces deux personnages. Je reviendrai un peu après sur la façon dont ça s'est passé, mais ça m'a permis aussi ensuite de pouvoir retracer depuis le début l'histoire des relations entre les responsables du mouvement sioniste, le premier étant Théodore Herzl, et les papes qui se sont succédés, et la manière dont effectivement l'importance des lieux saints a fait que progressivement au Vatican et au Saint-Siège, on a dû et on a pu changer de vision à l'égard du mouvement sioniste, puis ensuite à l'égard de l'État d'Israël. Ça a effectivement pas très bien commencé. Théodore Herzl est reçu à l'époque par le pape, qui est son contemporain, ça se passe pas très bien parce que d'abord Herzl il refuse la génuflexion, il veut pas lui baiser la main, donc il veut le serrer la main, donc il y a un peu une tension dès le départ, tel que les sources le racontent. Et puis après il y a une prise de position très claire de la part du pape en disant Théodore Herzl, votre peuple n'a pas voulu reconnaître Jésus, donc il n'y a aucune raison que l'on reconnaisse votre volonté de revenir et de constituer un État. Et c'est comme ça d'ailleurs que le totalement laïque, déjudaïsé, assimilé, contemporain Théodore Herzl, on se souvient, lui, il avait eu la révélation en étant journaliste et en couvrant pour son journal autrichien à Paris la destitution du capitaine Dreyfus. C'est comme ça qu'il avait eu le déclic. Il avait compris qu'il fallait
une organisation nationale pour sauver les Juifs de l'antisémitisme. Donc il n'avait aucune approche religieuse de l'affaire. D'ailleurs, dans son livre d'État juif, il dit les rabbins c'est comme les soldats dans les casernes, et les rabbins dans la synagogue, chacun à sa place, et pas d'influence dans la société que l'on va construire. Donc il était totalement en dehors de toute question théologique et religieuse. Mais quand il est face au pape et que le pape à ce moment-là lui dit mais ça commence d'abord par une reconnaissance de Jésus, et après on verra comment on peut parler. Alors là, il comprend aussi qu'il y a une dimension intime théologique qui sera indissociable de la relation et de la perception de ce que veulent faire les Juifs sur la terre d'Israël, même dans une reconnaissance nationale. Et puis régulièrement, les responsables du mouvement sioniste, les uns après les autres, ont pu rencontrer donc les papes. Ça n'a pas toujours été facile, mais il y avait on commençait à s'apercevoir du côté du Saint-Siège et du Vatican qu'il y avait ce mouvement sioniste qui arrivait et qui allait faire en sorte que les Juifs allaient revenir sur leur terre pour construire un État, la déclaration Balfour, et je vais vite bien sûr, mais la déclaration d'indépendance en 48 là change toute la donne, à tel point que alors en ce qui concerne les lieux saints, le Vatican s'en préoccupait pas beaucoup à l'égard d'Israël, puisque c'était encore sous le contrôle de la Jordanie jusqu'en 67, ça changera à ce moment-là. Mais on s'aperçoit qu'il y a peut-être à ce moment-là une possibilité de faire une chose qui est peut-être d'obtenir la révision du procès de Jésus. Donc il y a un fonctionnaire du Vatican qui est dépêché à Jérusalem auprès du tout nouveau ministre des cultes de l'époque pour lui dire, puisque vous êtes revenu sur votre terre, eh bien en fait ça veut dire que le temps est venu de pouvoir faire la révision du procès de Jésus. Donc il y a eu une sorte de stupéfaction du gouvernement israélien qui fait valoir qu'il n'y avait pas vraiment le temps de s'occuper de ça et qu'il y avait d'autres urgences, et les relations ont été encore compliquées à installer. Et puis est arrivée la guerre des 6 jours, 67, et là, un des effets majeurs, c'est que les lieux saints passent sous le contrôle, passent en Israël, passent sous le contrôle israélien, la vieille ville. Et là, donc, le Vatican est bien obligé d'avoir des relations techniques pour la gestion importante des immobiliers, des biens immobiliers, des lieux saints qui existent dans la vieille ville de Jérusalem. Et là commencent des relations, on va dire, qui commencent à s'esquisser, au point même d'ailleurs qu'il y a à l'ambassade d'Israël en Italie, on nomme Meir Mendes qui va jouer un rôle très important dans la relation entre la création, on va dire, le chemin entre Israël et le Vatican, parce que il est chargé justement à l'ambassade d'Italie, l'ambassade d'Israël à Rome, de créer cette relation. Son père ayant été également assez proche du pape précédent, il commence à créer ce lien a priori technique, mais en même temps avec beaucoup de messages qui peuvent passer de manière implicite. Et on arrive à ce moment en 73 pour un ensemble de raisons. Golda Meir ayant été nommé Premier ministre en 69, mais avant cela, ayant été surtout la tête de la diplomatie d'Israël, elle avait considéré que elle avait été celle qui avait ouvert le chemin des relations entre les pays africains et Israël, par un choix qui avait été fait justement, qui avait été d'aller chercher des pays, en particulier le Cameroun, qui avait une influence catholique assez importante qui s'installait là-bas et qui permettait de pouvoir avoir des relations avec l'État d'Israël, parce que l'analyse des Israéliens était de dire, dans ces pays qui sont nouvellement en tout cas sensibles au catholicisme et à la chrétienté, mais ils n'ont pas de tradition antisémitisme puisque c'est tout neuf. Donc on va pouvoir venir, tout en leur proposant évidemment des services de sécurité, d'agriculture et de tout ce que Israël pouvait proposer, on peut également leur proposer une coopération et dans le cadre aussi une solidarité avec la saga, on va dire l'histoire et les vicissitudes du peuple noir.
Et Golda Meir, j'ai retrouvé d'ailleurs des extraits d'émissions qu'elle avait faites où elle disait que, à part l'histoire du peuple juif, elle était absolument interpellée et prise par un autre peuple qui avait énormément souffert à travers les années, qui était le peuple noir. Et donc, quand elle arrive au Vatican, face à Paul VI, vous avez dans ce XXe siècle, en 73, au fond, deux stars. Ce sont deux, même, je dirais même deux rockstars. Parce que Paul VI a une immense notoriété. Il a construit une immense notoriété, non seulement par rapport à son travail voilà, pastoral et le travail de Vatican II, mais il a été celui qui a fait une vraie autre révolution. Il est le premier pape qui a pris un avion pour faire un voyage pontifical en Terre Sainte, en 64, où pour la première fois, un pape se déplaçait hors du Vatican, à des milliers de kilomètres de cette manière-là, et allait se trouver sur tout le périmètre de la Terre Sainte, pèlerinage, et non pas un voyage politique, parce qu'il a bien fait attention, on n'a jamais parlé de l'État d'Israël, mais qui a commencé en Jordanie, qui est passé en Israël via Megiddo, qui a été à Jérusalem, qui a rencontré, c'était une rencontre très importante également avec le patriarche, donc à Jérusalem, et qui a été un événement planétaire, un événement médiatique mondial, où pour la première fois, Paul VI posait les canons du pèlerin international, du pèlerin planétaire qu'est le pape. Jamais ça n'avait été fait. Et en réalité, il pose, lui, les fondamentaux des pontificats modernes. Jean-Paul II s'en emparera après avec la puissance et son charisme et son agenda géopolitique, puisqu'il est le pape de la fin de la guerre froide, et celui qui a déclenché la reconnaissance, les négociations pour la reconnaissance de l'État d'Israël avec le Saint-Siège. Mais Paul VI est le premier à dire il faut aller au devant des pèlerins et je me rendrai en Terre Sainte. Et il le fait au cœur de la négociation au sein du Concile de Vatican II. Ça n'a pas été facile. Voilà, les détails sont très compliqués, mais j'en parle aussi un petit peu, de pouvoir accepter, donc faire accepter cette révolution théologique et géopolitique et philosophique de Vatican II, mais pour pouvoir bien montrer qu'il y tenait, c'est à ce moment-là qu'il décide de faire ce voyage en Terre Sainte, et donc ça lui donne une notoriété considérable. Face à lui, il a Golda Meir, qui est également une des personnes les plus célèbres, les plus connues au monde, de par sa personnalité, de par sa fonction, du fait que c'est aussi, elle a beaucoup vécu aux États-Unis, donc elle est très repérée par la communauté américaine et par le gouvernement américain. Elle a très régulièrement la une du Times. Elle est totalement voilà, connue pour son franc-parler. Elle est connue pour son parcours, pour sa vie. Elle est connue parce que un an avant cette rencontre en 73, il y a eu l'attentat, donc les attentats aux Jeux Olympiques de Munich, et qu'elle a été aussi très en avant puisque c'est elle qui a déclenché et organisé l'unité du Mossad, qui ensuite est allée donc éliminer un par un les commanditaires et les organisateurs de la tuerie de Munich. Donc elle est absolument donc repérée dans le monde, et elle est repérée aussi et identifiée parce que c'est la première femme puissante. C'est la première femme qui est à la tête d'une démocratie à l'occidentale, c'est-à-dire l'État d'Israël. Et sa contemporaine à l'époque, donc c'est Indira Gandhi, mais elle est là par effet dynastique. Mais dans le cadre d'une démocratie voilà, qui fonctionne avec des partis, un parlement et une opposition et une majorité, eh bien c'est la première à diriger ce type de démocratie. Donc elle est extrêmement voilà, extrêmement connue comme étant la grand-mère d'Israël qui vient rencontrer Paul VI. Je vous le disais, elle était celle qui effectivement avait désigné, déterminé, donc à éliminer tous les responsables de la tuerie de Munich un an avant. Donc elle était l'ennemi numéro 1 de Septembre Noir. Et l'information qui devait rester extrêmement secrète de son voyage à Rome en janvier 73 a filtré, est passé du côté de Rome. À l'époque, il faut savoir que Rome, c'était un peu la terre d'accueil de tous les activistes de l'OLP. Ça arrive assez vite aux oreilles de Septembre Noir, qui fomente un attentat et qui prépare un attentat contre l'avion de Golda Meir avec des missiles qui étaient prévus.
pour pouvoir donc faire exploser son avion au moment où elle arriverait sur Fiumicino à Rome. Et donc en fait, elle ne devait jamais arriver dans cette bibliothèque du Vatican. Elle était plus ou moins au courant qu'il se tramait quelque chose. Elle avait dit à son responsable du Mossad, Tzvi Zamir, fidèle compagnon de route, c'est à toi de protéger, de me protéger. Moi, je vais certainement pas annuler mon voyage comme il lui recommandait de le faire. L'histoire raconte, et je le raconte dans ce livre, comment ça s'est déjoué au dernier moment. Et ça a permis de créer une relation inattendue entre les services secrets italiens et également les services de renseignement du Vatican. Et c'est la raison pour laquelle cette rencontre est très importante, parce que si elle n'a pas débouché sur la reconnaissance diplomatique, politique officielle qu'attendait Golda Meir, ça a permis de créer une relation officieuse, quasi clandestine, entre Israël, l'État d'Israël et l'État du Vatican, et qui a passé ensuite du temps à se, eh bien, selon les circonstances, à se rendre des services, à s'envoyer des informations, à avoir de l'échange d'informations, à parfois même prévenir. Le Mossad prévient en 76 qu'il y a un projet d'attentat contre Paul VI, et toute une enquête, on va dire, commune se met en place. Au dernier moment, d'ailleurs, ce projet est abandonné. C'est Septembre Noir aussi qui était l'organisateur. Mais au dernier moment, ce projet est abandonné. Et les terroristes qui prévoyaient d'assassiner Paul VI changent totalement d'objectif et vont détourner un avion qui va s'arrêter à Entebbe. Et c'est comme ça, donc en juillet 76, que on connaîtra une des prises d'otages les plus dramatiques, et avec l'opération israélienne également une des plus exceptionnelles, et qui contribuera en 76 à faire que 3 ans après le traumatisme de la guerre du Kippour, l'État d'Israël retrouvera un peu de aura, de fierté, et la société israélienne dira voilà, nous retrouvons un peu confiance en notre armée. Mais c'était parti d'un échange de renseignements entre Israël et le Vatican. Israël cherchant justement à rendre, à envoyer l'ascenseur, comme on dit, après le fait qu'en 73, ils avaient participé aussi au fait d'avoir contribué à protéger l'intégrité et la vie de Golda Meir. C'est comme ça que ces relations existent, alors qu'elles ne sont pas officielles. Officiellement, il y a toujours des déclarations qui sont politiquement critiques, qui sont à la fois qui viennent pour rassurer également les communautés chrétiennes qui vivent dans le monde arabe, parce qu'à ce moment-là, il y a des pressions considérables du monde arabe, qui à chaque fois dit au Vatican, attention, dès que vous vous rapprochez un peu d'Israël, nous pouvons mettre en danger les communautés chrétiennes. Donc c'était sans arrêt je dirais légitimement d'ailleurs le souci du côté du Saint-Siège, jusqu'à ce qu'arrive Jean-Paul II. Voilà, Jean-Paul II qui lui avait un autre agenda, qui avait une matrice personnelle également liée qui avait une attention particulière à l'égard du peuple juif, qu'il avait beaucoup contribué à aider quand il était l'ecclésiastique, puis le cardinal Wojtyla. D'ailleurs, les Israéliens, quand ils voient arriver un pape polonais, ils se disent bon, c'est pas avec un pape polonais qu'on va y arriver, hein. Mais en réalité, c'est avec le pape polonais qu'ils ont beaucoup avancé, parce que lui, comme on sait, il avait aussi son agenda géopolitique, hein. On a compris que c'est aussi une démarche très importante au Vatican, et il était le pape de la fin de la guerre froide. D'abord, il était celui qui avait compris que au lendemain de la guerre en Irak, il y a la grande conférence pour la paix au Proche-Orient à Madrid en 1990, et que là commence une nouvelle ère où on a un espoir qui va être peut-être possible de régler le problème, le conflit israélo-arabe, palestinien. À Madrid, toutes les composantes du conflit sont présentes, et il y a à ce moment-là un vent une forme d'optimisme qui est en train de naître, et une approche nouvelle, en tout cas. C'est toujours les montagnes russes, hein, comme on sait. Cette fois-ci, Israël dans une période haute en ce qui concerne sa réputation et ce qu'on dit sur Israël, puisque alors que depuis les 87, l'explosion donc du soulèvement palestinien avait beaucoup amené Israël à être critiqué dans le monde,
l'attitude de retenue qu'avait accepté d'avoir à l'époque, c'était Yitzhak Shamir, à la tête d'Israël, qui avait accepté de ne pas répondre aux missiles envoyés par Saddam Hussein pendant la guerre, à la demande des Américains, à la demande de beaucoup de pays, d'ailleurs, qui étaient dans la coalition, même des pays arabes, avait fait en sorte qu'il y avait une nouvelle aura diplomatique à l'égard d'Israël. Ça nous rappelle ce qu'il y avait encore pas longtemps, enfin, ça semble être un siècle, ce que l'on disait sur Israël au moment du Covid. Bon, vous voyez bien que c'est les montagnes russes régulièrement. Israël est en haut, Israël est en bas. À ce moment, on sait où on est, mais on sait que ça peut changer. Donc, à ce moment-là, il y a une analyse générale qui consiste à dire c'est possible. Et là, Jean-Paul II, parce qu'il rencontre également ce moment-là, et parce que du côté d'Israël, Yitzhak Shamir fait la même analyse, il décide à ce moment-là, Shamir, de nommer Avi Pazner, qui était son principal conseiller à la presse, que j'ai bien connu à ce moment-là dans cette fonction, et décide de le nommer à Rome avec la mission historique de nouer des relations entre Israël et le Vatican. Shamir et Jean-Paul II ont la même analyse. Ils s'étaient déjà rencontrés d'ailleurs par ailleurs, parce que Shamir avait été ministre des Affaires étrangères, donc s'étaient rencontrés au Vatican à une époque. Et ils avaient convenu qu'effectivement le temps approchait. Jean-Paul II, lui, avait décidé aussi de faire des gestes très importants. Il avait été en 1984, on s'en souvient, à la synagogue de Rome pour la première fois, qui avait été un événement considérable également, où il était venu pour la première. Jean 23 s'était arrêté à la porte, aux limites du quartier du ghetto, ce qu'on appelle à Rome, et avait béni de loin. Jean-Paul II va plus loin et va jusqu'à dans la synagogue de Rome. Il est accueilli par le rabbin. Il y a une énorme cérémonie. La presse mondiale est là. Et là, il prononce ces mots, qui resteront très célèbres en disant vous êtes nos frères aînés dans la foi. Il réaffirme les principes de Nostra Aetate, de la fin du peuple déicide. Il demande pardon pour la Shoah. Et donc, il va très très loin de ce point de vue-là. Et on comprend qu'il y a aussi une atmosphère qui va se mettre en place et qui se mettra en place dans les années 92. En 92, quand Avi Pazner débarque à Rome, entame des négociations secrètes. J'ai retrouvé les négociateurs à Rome et également du côté israélien, et j'ai eu le récit de la manière dont Jean-Paul II, en audience privée, a annoncé à Avi Pazner qu'il allait donc reconnaître officiellement en tant que Saint-Siège l'État d'Israël. Et à ce moment-là, en décembre 93, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration fondamentale de reconnaissance entre les deux États. Et en 94, il y a eu l'échange d'ambassadeurs. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce livre sorte en 2024, parce que c'était donc une date anniversaire pour l'établissement de relations diplomatiques. Les relations entre Israël et le Vatican, et j'en terminerai par là, parce qu'on va parler maintenant de ce qui nous arrive de manière plus contemporaine, ont traversé totalement, évidemment, l'histoire et en coulisses et publiques du conflit israélo-palestinien, du conflit entre Israël et le monde arabe, et jusqu'à arriver donc au 7 octobre, où là j'ai pu récupérer aussi la première réaction du pape François, parce que le pape François a un ami très cher, intime, qui est un journaliste israélien, qui s'appelle Enrique Zimmerman, que je connais aussi depuis longtemps, et qui était hispanophone par ailleurs, mais qui travaille en Israël, qui est marié à une Israélienne, qui parle hébreu, qui parle plein de langues, comme beaucoup d'Israéliens, et qui a, entre autres particularités, d'être un intime du pape François. Et c'est lui, Enrique Zimmerman et le pape François, qui avaient construit cette fameuse, souvenez-vous, veillée de la prière où Mahmoud Abbas, donc président de l'autorité palestinienne, et Shimon Peres, président de l'État d'Israël, s'étaient retrouvés à Rome pour la veillée de la paix. Parce que ça avait été le moyen auquel avait réfléchi le pape François pour dire, face à ce qui a émergé face à lui et auquel il a dû se confronter et auquel qu'il dénonce sans ambiguïté, c'est-à-dire le fondamentalisme musulman, il est très important de se démarquer très clairement
de ce radicalisme, du djihadisme, de le condamner très clairement. Je restitue des propos sans ambiguïté de la part de Pape François à ce sujet. Mais il faut justement ne pas stigmatiser l'islam. Il faut être capable de pouvoir dire que l'islam peut être aussi dans un discours de paix avec Israël et avec le judaïsme. Et donc il avait conçu cette diplomatie de la prière, cette veillée de la paix qu'il avait donc faite c'était en juin 2014. À Rome, où les deux hommes s'étaient retrouvés, enfin les trois hommes s'étaient retrouvés, et on avait vu Pérez et Abbas planter des oliviers et parler ensemble. C'était encore les moments où, au lendemain de l'accord d'Oslo, où il y avait encore cet espoir. François devait le faire encore une fois, le pape François, il devait rééditer cette édition, mais dans un autre endroit, qui a pris toute son importance depuis quelque temps, avec les accords d'Abraham. Il devait le faire à Abu Dhabi, en octobre 2023. Il était prévu avec son ami israélien Enrique Zimmerman et avec d'autres, avec le président Zelensky, avec le président américain, avec évidemment le représentant israélien, avec le gouvernement israélien. Il devait se retrouver à Abu Dhabi pour marquer les accords d'Abraham et marquer sous l'ombrelle, on va dire, la protection des accords d'Abraham, le fait que avec l'Ukraine, avec le Proche-Orient, avec toutes ces zones de conflit, il fallait aller plutôt vers la paix sous la protection effectivement d'Abraham et de ce symbole-là. Parce qu'en fait, l'analyse qu'il mettait en avant, c'est de dire le conflit contre l'Ukraine en Ukraine et le conflit face aux Palestiniens, et nous étions avant le 7 octobre, sont les deux conflits emblématiques de ce début du XXIe siècle qui mettent l'Occident en danger. Et c'est la raison pour laquelle il voulait absolument marquer sur cette terre du Moyen-Orient, entourée de pays justement qui considéraient maintenant qu'il fallait avoir un accord avec Israël, il fallait être capable de pouvoir retrouver donc de l'harmonie. Il fallait se retrouver pour le dire, parce que le grand problème restait effectivement de plus en plus la nouvelle idéologie totalitaire planétaire qui était l'islamisme et le fondamentalisme musulman. Et donc le message était celui-là. C'était les accords de pratiquement tous les États avaient été donnés. Et puis est arrivé le 7 octobre et ça a bien sûr bouleversé tous les plans. Et puis ensuite on sait que voilà la santé du pape s'est dégradée et qu'il n'a pas pu faire toutes les manifestations qu'il avait prévues. Il a depuis, j'ai écouté des messages de vidéos qu'il a transmis à son ami dès le lendemain du 7 octobre, dès 2 jours plus tard au balcon de la place Saint-Pierre, il a effectivement parlé de la douleur des familles israéliennes. Il a également prononcé cette phrase en disant que la paix est toujours une défaite. Il a reçu régulièrement, dont la famille Calderon d'ailleurs, des familles d'otages israéliens. Il a reçu des familles palestiniennes de Gaza, avec laquelle il est en contact, mais en demandant de bien vérifier à chaque fois qu'il n'avait aucun rapport avec le Hamas. Donc il peut y avoir sur le territoire de Gaza des gens qui n'ont pas de lien avéré avec le Hamas. En tout cas, il s'en est assuré, parce qu'il était persuadé que tout ce qui pourra arriver après, dans une reconstruction des êtres, des âmes, des pays, des terres, ne pourra se faire qu'une fois que l'organisation terroriste aura quitté le pouvoir, et une fois qu'on aura retrouvé des tiers de confiance qui rappelaient les bonnes volontés de l'époque des accords d'Oslo. Voilà, donc j'ai brossé de manière générale un petit peu ce qui m'a animé à travers ce récit, que j'ai reconstitué avec beaucoup de plaisir. Et maintenant, si vous avez des questions, voilà, on peut y procéder. Oui. On va pas prendre de micro pour poser des questions. Voilà, vous levez éventuellement, voilà, absolument. Vous levez la main et puis Michael vous donnera la parole. Moi, j'ai une question, mais qui n'a aucun rapport avec Israël. Ah, c'est bien. Je suis venu pour ça, justement. Est-ce que vous avez
Est-ce que vous avez un éclairage particulier à nous apporter sur l'affaire du Carmel d'Auschwitz? L'affaire du Carmel d'Auschwitz, j'ai pas d'éclairage particulier très honnêtement à vous apporter. Fin de la question, fin de la réponse. Très honnêtement, parce que c'est pas quelque chose que j'ai pu. C'est Jean-Paul II, mais c'est pas ce que j'ai, c'est pas ce qui a guidé ma recherche. Ce que j'ai vu en tout cas comme cohérence. Je rentre pas dans le détail parce que je vous dis très franchement, j'en ai pas la connaissance, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais ce que j'ai constaté durant voilà mes lectures à travers et l'analyse géopolitique que j'ai pu faire de la part de pontificat de Jean-Paul II, c'est que il avait, ça va se résumer assez rapidement, il avait en fait choisi de prendre un prénom qui était un prénom composé, qui était Jean et Paul, parce que il voulait faire la liaison entre Jean XXIII qui avait commencé Vatican II et porté le principe de Nostra Aetate et de la fin du peuple déicide, et de Paul VI qui lui avait conclu ce travail pour pouvoir montrer que la promesse de Vatican II lancée par ces deux papes allait se poursuivre à travers lui. Donc après, je sais, il y a eu beaucoup de polémiques, c'est un dossier très, très compliqué, mais je vais vous dire franchement, je vais pas vous dire de bêtises. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonsoir, nous avons le plaisir de vous avoir avec nous. Je voudrais vous demander comment faire bouger les Occidentaux pour être moins pro-Hamas. Pardon? Pour que les Occidentaux défendent moins le Hamas, et d'une part, en parallèle, comment lutter contre la désinformation. Alors, comment arriver à ce qu'il le soit moins, ça je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ce que je peux comprendre et expliquer, c'est pourquoi il considère une partie on va dire, de pays sur la planète et globalement sur ce que l'on appelle le Sud global et une partie des gauches mondiales et européennes, des extrêmes gauches, considèrent que le Hamas est un parti de résistance. C'est parce que le Hamas est venu bénéficier d'évolutions qui lui sont externes. Il est venu bénéficier d'une relecture qui a commencé il y a quelques années, des romans nationaux, en particulier à l'aune de la critique des racismes systémiques dans les sociétés occidentales, qui est venu voir se monter cette concurrence mémorielle, notamment vis-à-vis des Noirs aux États-Unis, qui considéraient qu'ils avaient été maltraités dans leur vie et dans l'histoire et dans la chronique nationale. Ce qui a traversé l'Atlantique est devenu effectivement un travail identitaire assez puissant et qui est venu battre en brèche de manière assez systémique tout le discours et l'histoire occidentale telle qu'on a pu la connaître, puisque ces récits proposent une lecture qui consiste à dire que par essence, il y a les peuples occidentaux, les peuples blancs sont des peuples qui ont opprimé, qui ont déporté, qui ont mis en esclavage. Ce discours-là, et là on n'a pas encore abordé, hein, bien sûr, ni au Hamas ni la question palestinienne, mais ce discours-là est venu infuser au sein des idéologies de la gauche mondiale, et on l'a vu effectivement en France, où la question de la défense du monde ouvrier est passée au second plan vis-à-vis de la défense des identités qui ont été meurtries, humiliées, que sont les identités noires, autres, identités sexuelles, identités donc sociales, et qui ont amené ce qu'on appelle, pour faire vite, cette démarche des éveillés qu'on a traduit par le wokisme. De ce point de vue-là, et on l'a vu très clairement en France, comment la gauche française, une partie de la gauche française, même d'ailleurs au sein du Parti socialiste, on a transmuté entre le combat pour la justice sociale en combat pour les communautés et pour les communautés opprimées. Et puis vous avez eu une autre évolution qui est corollaire à celle-là, qui est que plus qu'il n'y avait plus d'ouvriers, qui étaient le monde prolétaire étant les opprimés, les damnés de la terre, les nouveaux damnés de la terre
sont devenus, en particulier depuis 2001, sont devenus les musulmans dans le monde, où la perception de la situation donc des musulmans dans le monde, qui était sous le boisseau des pays occidentaux qui par définition discriminent, toujours selon ces récits, eh bien on leur a donné un nouveau statut. Et c'est comme ça que, au fond, les occidentaux étant devenus tous des oppresseurs, tous les pays occidentaux sont devenus des oppresseurs, le premier des pays étant les États-Unis et le premier de ses alliés étant Israël. Donc, vous avez eu une espèce d'amalgame qui s'est fait et qui a transformé, au fond, en résistant de fait tous ceux qui se disent être contre le capitalisme, être contre l'impérialisme, être contre le colonialisme. Et c'est comme ça que ces mots sont venus avant d'arriver sur la question proprement dite du conflit israélo-palestinien. Ces mots sont devenus des catégories de lecture de l'histoire globale. Et quand est arrivé effectivement le Hamas, eh bien, il s'est trouvé assez automatiquement donc les tenants et les responsables et les porte-paroles et les têtes d'épingle et les relais. Donc ça concerne le monde des médias en partie, hein, pas d'amalgame, en partie. Ça concerne le monde de l'académie en partie, assez grande partie du monde artistique, on va dire, parce que on est tradition, voilà, on défend les opprimés. Donc immédiatement, on l'a vu au bout de quelques jours après le 7 octobre, cette action-là, l'action de 7 octobre, le massacre et le pogrom de 7 octobre, a paradoxalement donné le coup d'envoi à une vague de discours antisémites totalement décomplexés. C'est ça le grand paradoxe du 7 octobre. Et qui a fait qu'on a pu entendre très rapidement des responsables en France, de la France insoumise par exemple, mais on a entendu en Amérique du Sud, on a entendu ailleurs, on a entendu en Angleterre, des gens disent mais le Hamas c'est un mouvement de résistance. Parce que, comme il est allié d'un pays occidental oppresseur, vous avez toute la chaîne maintenant de réflexion, alors, automatiquement, ça c'est la première une matrice. L'autre matrice, et qui est venue télescoper tout ça et s'articuler en fait plutôt sur tout ça, c'est que l'État d'Israël étant considéré comme un État fort, puissance nucléaire, puissance militaire, puissance technologique, puissance culturelle. Donc le discours qui consiste à dire vous êtes des victimes a été rejeté d'emblée par toute cette catégorie en disant mais s'il y a un jamais plus à dire, ce sera jamais plus vous êtes des victimes parce que regardez ce que vous êtes un État très fort. Vous arrivez à un état de performance. Donc vous n'allez pas nous dire que vous êtes des victimes. Donc on va pouvoir enfin faire ce que vous voulez faire, ce que Yankelevitch avait dit, voilà, quand l'antisionisme c'est la démarche démocratique pour pouvoir être antisémite tranquillement. On va pouvoir enfin secouer cette conscience d'Auschwitz qui nous a obligés de définir entre le bien et le mal vis-à-vis de la Shoah. On va secouer tout ça et on va faire en sorte que, eh bien, d'aller jusque même la démarche d'inversion totale des mots et des valeurs, c'est vous les génocidaires. Alors que, historiquement parlant, évidemment, la comparaison n'existe pas plus que l'apartheid, pas plus que, voilà, moi je veux bien que Israël soit un état d'apartheid, mais enfin un état d'apartheid dans lequel il y a des députés qui sont des non-juifs, arabes, musulmans, et même un parti islamiste qui a pu participer à un gouvernement récemment. C'est une forme de définition assez révolutionnaire de l'apartheid. Et même la démarche génocidaire, voilà, effectivement, quand on est génocidaire, on commence pas par se faire massacrer, et ensuite, quand on a été génocidé, entre guillemets, comme les Palestiniens ou les membres du Hamas disent qu'ils le sont, on n'est pas à crier victoire le jour où il y a eu un cessez-le-feu qui a été décrit. Donc on voit bien que l'incohérence intellectuelle est au cœur du sujet. Mais en réalité, ceux qui portent cette inversion des valeurs n'ont que faire d'être cohérents sur le plan intellectuel. Eux, ce qu'ils veulent, c'est accomplir ce qu'ils considèrent comme étant le moment historique absolu, qui est de dire nous allons pouvoir reprendre une place dans un récit
qui nous a été capté par cette conscience d'Auschwitz que l'on peut plus supporter. C'est ça que l'on vit en ce moment, qu'il est très difficile évidemment d'intégrer, d'analyser froidement, de supporter, mais et surtout de voir à quel point c'est répété par tous ceux qui n'ont qui n'ont pas de culture ni de connaissance, parce que là, ce à quoi on a assisté depuis le 7 octobre, et c'est là au fond le plus navrant et le plus inquiétant, c'est comment, et on l'a vu sur les campus, et c'est pas pour rien que ça a commencé sur les campus américains, comment l'idéologie a remplacé la connaissance. Comment la capacité de pouvoir avoir un discours contradictoire, où on n'est même pas, peut-être pas toujours d'accord, mais au moins on s'oppose, mais on donne la parole à l'un et à l'autre, c'est-à-dire la tradition de la disputation académique et universitaire, comment ça a été remplacé par l'idéologie, ce qu'on appelle le campisme, c'est-à-dire on est là ou là, et si on ose critiquer, alors on est ennemi. Voilà, ce qui est une prolongation aussi de notre civilisation, des pouces levés, des pouces baissés, des likes, des pas likes, des on aime, des on déteste, des on adore, et tout ce débat binaire qui a été installé par la technologie, eh bien, a trouvé une extension dramatique après le 7 octobre. J'ai une petite question, Michael. Avec l'arrivée de Trump au pouvoir, je sais que pour Israël, ça a été bénéfique. Par contre, que penses-tu pour la diaspora française juive? Est-ce que cette arrivée a été plutôt bénéfique ou au contraire néfaste? Alors, donner un point final, c'est une fois de plus encore un peu trop tôt, tellement on est en train de vivre jour le jour, et même encore, ces heures-ci, des événements qui sont tout le temps en mouvement. Je dirais que la nouvelle donne géopolitique qui est posée par le retour de Trump à la Maison Blanche et au fond un mandat totalement nouveau par rapport à son premier, parce que là il a au fond avec notamment dans le pacte américano-russe qui est en train de se dessiner de plus en plus clairement, tout le système international des relations diplomatiques que l'on connaissait et les équilibres que l'on connaissait depuis 45 est terminé. Voilà. Donc de ce point de vue-là, on est sur clairement une nouvelle ère. On peut même se dire, on a beaucoup dit au moment des attentats de 11 septembre que le 21e siècle commençait ce jour-là. Moi j'ai le sentiment que, en perspective historique, nous sommes au premier quart, nous sommes dans l'année 25 d'un nouveau siècle. Imaginez-vous en 1925 où on en était et ce qui allait se passer par la suite. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et en 2025, eh bien, on assiste à la fin du système de Yalta, à la fin du système donc qui mettait le parapluie américain comme protecteur officiel du monde dit libre après la Seconde Guerre mondiale, opposé à l'URSS, au bloc de l'Est et à tout ce qu'on a connu. Donc ça, c'est quelque chose qui change toute la donne. Concernant plus précisément le Proche et le Moyen-Orient, Trump vient cristalliser une évolution qui d'abord a commencé avec lors de son premier mandat avec une évolution majeure en 2021 qu'on a appelé les accords d'Abraham, qui sont directement qui sont liés à sa démarche transactionnelle, c'est-à-dire où il est allé voir les uns les autres en disant voilà, on a du business à faire, on a beaucoup de développement économique à faire, mais en même temps il faut combattre absolument l'axe chiite et combattre les Iraniens. Donc il a créé un axe qui partait de Washington en passant par le Caire et qui prenait donc les Émirats, le Soudan et ensuite le Maroc, pour pouvoir dire on se met tous ensemble avec Israël, on officialise des relations secrètes qui existent déjà depuis très longtemps entre tous ces pays et l'État d'Israël, à part l'Égypte qui était officielle, et on fait ce qu'on appelle les accords d'Abraham pour pouvoir créer une zone de coopération économique, de paix et de nouvelles relations. C'était l'événement le plus inattendu du premier mandat de Donald Trump, qui était, on s'en souvient aussi, très baroque par ailleurs, mais qui, de ce point de vue-là, de par sa capacité à bousculer totalement le jeu,
était arrivé à cette opportunité qui a considérablement changé la donne et qui a fait que l'Arabie Saoudite, parce que les accords d'Abraham n'existent pas, faut le savoir, sans la bienveillance et sans la bénédiction de l'Arabie Saoudite, qui envoie d'abord le Bahreïn, qui envoie les Émirats pour voir ce que ça donne. Mais aucun de ces pays ne bouge sans l'Arabie Saoudite. Et effectivement, l'Arabie Saoudite fait savoir de plus en plus, Ben Salman fait de plus en plus savoir à Israël qu'il s'approche, qu'il va le faire, qu'il va rentrer dans la normalisation, qu'ils vont officialiser les relations, parce que c'est leur intérêt. Voilà, c'est toute l'évolution du Moyen-Orient qu'a le jeune Ben Salman dans sa tête, met Israël au cœur de son projet. Les évolutions politiques aux États-Unis font que Trump est en situation de revenir, et voilà qu'il est maintenant là. Le coup entre-temps, le 7 octobre. Le coup d'accélérateur auquel on assiste, c'est effectivement la capacité pour Israël d'être mandaté pour continuer à faire ce qu'il fait depuis le lendemain du 7 octobre, c'est-à-dire remodeler totalement le paysage du Moyen-Orient, avec, il faut le savoir quand même, on le sait, même depuis le 7 octobre, l'aval de tous les pays arabes de la région, évidemment à part l'Iran, à part le Liban et à part la Syrie, mais tous les pays des accords d'Abraham, il faut bien le noter, n'ont jamais dénoncé les accords d'Abraham depuis le 7 octobre. Au contraire, ils les ont confirmés tous les jours par des messages assez réguliers, hein, pour faire vite, on dit en Israël, tous les matins, on a le coup de téléphone d'Abu Dhabi, de Ben Salman et de Sisi pour dire continuez, sortez-les parce que les frères musulmans on les supporte pas et les Palestiniens on les supporte pas. C'est la réalité que Trump a contribué, le discours que Trump a contribué à désinhiber de la part du monde arabe, ce qui est la grande nouveauté, puisque il y a 10 jours, le grand tournant vraiment auquel on a assisté, c'est la Ligue arabe a annoncé que le Hamas devait quitter le pouvoir et devait sortir du jeu si l'on voulait avoir une reconstruction sur le territoire de Gaza qui puisse être crédible. Et en ça, c'est un tournant absolument majeur. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle le déclenchement de 7 octobre a été accéléré par l'Iran, qui a armé son proxy, le Hamas, pour lui dire il faut y aller, parce que tous ces processus étaient connus, étaient intégrés de la part de Ben Salman, étaient repérés également par les Iraniens, qui comprenaient que si l'Arabie Saoudite normalisait avec Israël, ce qui arrivera, hein, voilà, après cette douloureuse parenthèse qui n'est pas refermée encore, mais elle va être un jour refermée, et à ce moment-là, il y aura ce processus, peut-être même d'ailleurs cette année, quand l'Arabie Saoudite, l'Iran avait dit, quand l'Arabie Saoudite va normaliser avec Israël, alors à ce moment-là, il aura une capacité de régler d'une manière ou d'une autre ce qu'on appelle la question palestinienne. Et pour les Iraniens, régler la question palestinienne, c'est avoir un contrôle sur Jérusalem. C'est la raison pour laquelle c'était impossible et inaudible. Et c'est la raison pour laquelle l'opération de 7 octobre, déclenchée par les forces du Hamas, ne s'appelle pas je veux mon État ou stop à l'occupation. Elle s'appelle déluge sur Al-Aqsa, sur la mosquée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet religieux qui est mis en place pour contrecarrer ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire, c'est-à-dire normaliser avec Israël et changer toute la donne. On a vu, voilà, tout ce qui s'est passé, la contre-offensive, l'offensive, donc israélienne dans la région, avec l'affaiblissement du Hezbollah, avec l'affaiblissement du Hamas, même si c'est pas encore totalement acquis en termes de disparition du Hamas, mais enfin ça a été considérablement affaibli, même si on va évoquer aussi les derniers événements. Et puis aujourd'hui justement, après cette trêve qui a été signée, au moment où Trump arrive au pouvoir, l'objectif, tel que le disent les diplomates israéliens ou d'autres quand on en parle, l'objectif cette année est de dire on ne pourra pas régler le problème tant qu'on n'arrive pas à la racine, c'est-à-dire à l'Iran. Donc le grand projet qui avait été maintes fois retenu par Biden, évidemment par Obama qui lui avait fait au contraire la liaison inverse, mais que Biden avait retenu, cette fois-ci avec Trump, elle est donnée sans embâche en soutien à Israël, ce que font
les bombardements américains actuellement sur les Houthis du Yémen, c'est un avertissement pour dire aux Iraniens, voilà ce qui va se passer. On est là et maintenant on va pouvoir continuer à avancer. Mais la conséquence de cela, c'est que à côté de cela, on voit comment Trump ne s'occupe pas que du Moyen-Orient. On le voit bien, il s'occupe de l'Ukraine. Et là, ça déclenche toute une série de réactions en Europe vis-à-vis du caractère la guerre économique, les rapports avec la science, les rapports avec les libertés. Il y a tout un côté illibéral, on va dire, de sa gouvernance qui crispe considérablement en Europe et qui va, à mon sens, déclencher, je pense, des temps difficiles vis-à-vis de la communauté juive de France. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un nouveau carburant qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire la dénonciation de la collusion avec Donald Trump. Si ceux qui seront considérés comme étant soutenant Donald Trump parce que Trump soutient Israël, alors seront critiqués parce qu'en réalité, en Europe, on critique Trump parce que on considère qu'il est contre la démocratie. Et c'est dans cet étau dans lequel aujourd'hui vont se retrouver les Juifs de France. Ça commence, on le voit depuis justement la reprise des bombardements israéliens, parce que la trêve a été donc interrompue, parce que pour des raisons extrêmement compliquées de respect des différentes étapes où et du côté du Hamas et du côté d'Israël, il y a des responsabilités dans ceux qui n'ont pas été au rendez-vous pour tel jour et les demandes inadmissibles. Voilà, de l'autre côté, le fait que la deuxième étape de l'accord de cessez-le-feu prévoit que le Hamas quitte le pouvoir et soit démilitarisé, ils ne veulent pas entendre parler, et le fait qu'Israël, qui devait commencer à négocier au 16e jour de l'accord, cette deuxième étape, ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu de mandat donné par Netanyahou à sa délégation. Et donc, des deux côtés, on a considéré qu'il y avait un blocage. Et c'est pour ça que depuis 3-4 semaines, il n'y a plus de libération d'otages, que tout est bloqué, et que ça a permis de dire, puisque c'est comme ça, il y aura la reprise des combats, et les Américains de dire, et si Israël reprend les opérations, nous les soutiendrons. Donc, les conséquences pour l'État d'Israël, qui a, une fois de plus, et on va aussi en parler sur d'autres aspects, les conséquences de la présence de Trump à la Maison-Blanche pour les propres intérêts de l'État d'Israël, dans sa volonté de redessiner la carte du Moyen-Orient, de ce point de vue-là, elles sont bénéfiques. Mais les conséquences de la présence de la gouvernance de Trump en Europe vis-à-vis de l'Ukraine, et donc vis-à-vis de ceux qui soutiennent en Europe Trump parce qu'ils soutiennent Israël, vont être compliqués, et en particulier, ça va, je pense, considérer, ça va désigner et ça va concerner la communauté juive de France. En tout cas, une partie des Juifs de France. Oui. Et bien, justement, par rapport à ça, et cette menace qui peut y arriver, existe un endroit dans la communauté où des intellectuels, des historiens, des philosophes, des penseurs s'organisent pour que le message de la communauté soit un peu plus percutant et un peu plus combatif que celui qu'on peut entendre jusqu'à présent. De mon point de vue, bien sûr. Et donc, quel est votre point de vue? Quel message vous souhaiteriez entendre? Alors, déjà, j'ai l'impression qu'en Israël, la communication externe, on s'en moque un petit peu. C'est une grande tradition israélienne. Oui. Ils ont l'air de considérer qu'eux, ils ont du boulot et que gagner la guerre de la communication, c'est pas leur problème. Je suis pas certain qu'ils aient raison, mais enfin, c'est leur affaire, c'est pas la nôtre. Mais j'ai l'impression qu'en France, on a une communication qui est assez complexée vis-à-vis d'Israël, et qu'il y a un certain nombre de discours qu'il faudrait clarifier, un certain nombre de vérités historiques qu'il faudrait clarifier. D'ailleurs, je serais intéressé si vous avez déjà la conclusion, de savoir ce que vous pensez de l'échec des accords d'Oslo et des différentes négociations qui ont suivi. Et en fait, l'idée quand même qui est très peu diffusée, l'idée qui est très couramment diffusée de façon plus ou moins liminaire, c'est que tout ça, c'est la faute de Netanyahou. Et c'est la faute du gouvernement de droite qui a fait capoter toutes les possibilités d'accord de paix, ce qui est une contre-vérité absolue, mais c'est une chose qui est bien rentrée dans la tête des gens.
Ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'inverser un petit peu le discours et de le construire en se basant sur un certain nombre de réalités historiques, alors, sans être complexé? Alors déjà, ça, on va le demander on va le laisser aux Israéliens eux-mêmes, déjà. D'avoir cette lecture et d'avoir la capacité, puisqu'ils ont régulièrement la possibilité de se rendre aux urnes et de dire ce qu'ils pensent de leur gouvernement, de quelle manière. J'ai parfaitement compris, je commence à répondre. Ensuite, parce que l'engrenage qui amène à l'échec des accords d'Oslo, évidemment, il est très compliqué. Il ne peut pas être considéré comme étant de la responsabilité d'une seule personne. Il est considéré, on sait bien, pour être quelques minutes là-dessus, on a bien compris que, en voyant la façon dont ça se passait, que d'un côté comme de l'autre, les extrêmes n'ont pas été jugulés, n'ont pas été contrôlés. Arafat n'a pas su contrôler donc les plus radicaux et les extrémistes, et en particulier le djihad islamique, et en particulier le Hamas, qui avait grandi depuis déjà 1987 dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, n'ont pas été contrôlables. Peut-être n'en avait-il pas la volonté, mais en tout cas, on voit bien que ça n'a pas été contrôlé, que donc les extrêmes ont pu déverser et attiser et radicaliser, parce que immédiatement après les accords d'Oslo, ce sont les attentats aux ceintures d'explosifs en Israël qui éclatent. Mais il y avait également du côté donc à ce moment-là de la droite israélienne, puisque c'est la gauche au pouvoir avec Yitzhak Rabin qui signe les accords d'Oslo. Il y avait aussi du côté de la droite israélienne une volonté de défaire ces accords. Et donc, à chaque fois, évidemment, ils se sont saisis vis-à-vis de l'opinion. Ils ont pris l'opinion à témoin en disant, vous voyez bien que c'est impossible de faire la paix avec les Palestiniens. Et puis, il y avait la difficulté intrinsèque elle-même à ce que ces accords, et je pense que c'est là aussi une raison de l'échec, que ces accords aboutissent, parce qu'il y avait énormément de trous dans la raquette. Il y avait, comme on dit, il y avait énormément d'imprécisions, il y avait énormément de difficultés qui n'étaient pas envisagées et avec une erreur principale qui tendait en permanence les positions et qui faisait c'était très difficile d'arriver à de la confiance, qui avait décidé que la question de Jérusalem serait traitée en dernier. Or, cette question-là, elle attisait énormément les oppositions, les mauvaises volontés. Et puis, il y a eu la mauvaise volonté récurrente, ensuite, de Yasser Arafat, et là, c'est quand on regarde les sources arabes et la presse arabe et ce que disent les diplomates et les chefs d'État de la région sur lui, quand on lit tous ces rapports, on se dit c'est incroyable de réaliser à quel point il était détesté et avec lui la cause palestinienne entre guillemets n'était pas considérée par les responsables des pays arabes, parce que il était considéré comme celui qui en lequel il était impossible d'avoir confiance. Tous les responsables interviewés des pays de la région disaient s'il y a quelqu'un en quel on peut jamais avoir confiance, c'est Yasser. Donc de ce point de vue-là, ça a été un tiers de défiance, je dirais, qui a contribué également à pourrir de l'intérieur les dynamiques de négociation qui, par essence, sont extrêmement difficiles. En parallèle des accords d'Oslo, il y a eu des négociations qui ont été menées avec la Jordanie. Hussein de Jordanie et Yitzhak Rabin s'entendaient. Les Américains faisaient parfois aussi le lien, mais c'était beaucoup de liens directs. D'ailleurs, j'ai récemment rencontré le principal négociateur israélien face à Hussein de Jordanie, qui est Ephraim Halevi, qui était l'ancien responsable du Mossad à l'époque de Rabin. Et il me racontait un peu comment ça se passait. Et il y avait une volonté de confiance, de s'engager de part et d'autre. Et c'est comme ça qu'en 94, la paix avec la Jordanie est signée. Et Yitzhak Rabin, lui, avait au fond été assez surpris de l'arrivée, de l'émergence de ces négociations avec les Palestiniens, qui démarrent dans cette forêt pas loin d'Oslo en Norvège, entre des universitaires norvégiens, des diplomates israéliens, et puis ensuite voilà les responsables de l'OLP et le gouvernement d'Israël. Mais il était sceptique un peu jusqu'à la fin. Après,
il s'engage parce qu'il considérait qu'il fallait aussi être capable de pouvoir arriver à un accord de paix. Mais lui, en 93, son plan, d'ailleurs en septembre 93, son plan était de signer avec la Syrie. Il y avait des échanges secrets, que j'ai retrouvé récemment d'ailleurs. Il y avait des échanges secrets qui existaient, et des messages entre Assad et entre Rabin et entre les deux gouvernements pour dire toutes les négociations sont sur la table, on peut arriver à un accord de paix. Les accords d'Oslo sont passés devant et ont pris la tête. Mais et pour terminer par rapport à ce que vous dites sur votre question sur les institutions communautaires, elles ont un problème aujourd'hui, les institutions communautaires françaises et le discours français. Elles ont un problème tout récent. Il y a une quinzaine de jours, le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem s'est réuni. En tout cas, il y a une réunion qui s'est tenue au ministère à Jérusalem et qui a examiné la situation politique européenne au vu des nouvelles, des nouveaux rapports de force, des nouveaux partis et des perspectives électorales. Et pour la première fois, quand c'est arrivé à la France, pour la première fois depuis la création de ce parti, il a été donné autorisation aux diplomates israéliens d'entrer en contact avec le Rassemblement national. Ça, c'est un coup de tonnerre. C'est une onde de choc. D'abord, je sais que c'est une réflexion qui vient depuis longtemps. J'ai souvent été consulté parce que je me suis occupé de la couverture du FN en France pour France 2 pendant de nombreuses années, donc j'ai été un petit peu identifié sur ce sujet. Et donc régulièrement, les conseillers politiques de l'ambassade d'Israël à Paris qui se succédaient, ou d'autres, me posaient la question: qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire, comment ils avancent, qui sont-ils? Il y avait une sorte de prise de connaissance du sujet, sans décision, mais avec quand même l'idée de dire, s'ils avancent sur le plan électoral, si effectivement il y a une prise de distance à l'égard de l'antisémitisme, il faudra qu'on prenne une décision. Ça, c'était il y a 2-3 ans. C'est arrivé il y a 10 jours. Il y a 10 jours, la décision a été officiellement notifiée aux diplomates israéliens. Vous pouvez entrer en contact avec le Rassemblement national. Ça n'a pas tardé. La semaine prochaine, Jordan Bardella et Marion Maréchal se retrouveront à Jérusalem, officiellement invités par le gouvernement israélien pour une conférence sur l'antisémitisme organisée par le ministère de la Diaspora. Et ils seront, ils visiteront Israël. Et ça sera une manière, ils feront des médias, et ça sera une manière évidemment de commencer à officialiser cette relation possible, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'État d'Israël, la diplomatie israélienne considère qu'il y a une possibilité que ce parti un jour arrive au pouvoir en France. Et comme l'intérêt premier de l'État d'Israël, c'est d'avoir des pays amis sur le plan de la diplomatie, alors, s'ils arrivent au pouvoir en France, alors à ce moment-là, ce qui n'est pas fait, disons que si c'est possible, alors il y aura donc un pays, qui est la France, qui aura une politique différente à l'égard de l'État d'Israël. Petite parenthèse historique, ce n'est pas la première fois que ce système est mis en place, ce système, on va dire, de réel politique pure. La méthode a été utilisée à l'époque en Italie, à l'égard d'un personnage qui s'appelait Gianfranco Fini, qui était un ancien, une sorte de Marine Le Pen, on va dire pour faire vite, qui était un ancien fasciste italien, qui avait fait son chemin de notabilisation, de diabolisation, de notabilisation comme on le voit du côté du RN. D'ailleurs, le RN prend beaucoup d'exemples sur Gianfranco Fini depuis des années, et avec cette démarche qu'il avait eue de rejoindre l'union des droites créée par Berlusconi, qui ensuite est arrivé au pouvoir. À ce moment-là, il y avait un oukase, une décision de la diplomatie israélienne, des ministères, aux diplomates israéliens en poste, de dire pas de relation avec Gianfranco Fini. Mais il se trouve que l'ambassadeur, un jour, en poste, à l'époque, Ami Pazner, au cours d'un dîner fortuit, se retrouve avec Gianfranco Fini, qui lui dit, si vous voulez, on peut parler en tête-à-tête un petit peu, j'ai des choses à vous dire. À l'époque, le gouvernement était italien, qui est dirigé par des socialistes, virulement anti-israéliens, et il leur a dit, écoutez,
je sais tout ce qu'on dit sur nous, je sais que vous n'avez pas le droit de me parler, je sais, mais je vous demande de faire passer un message à votre gouvernement. Le jour où nous arriverons au pouvoir, dans le cadre de l'Union des droites, nous serons des amis d'Israël. Ali Pazner téléphone au Premier ministre de l'époque, qui était Rabin, alors que son chef hiérarchique c'était Shimon Peres, mais comme Rabin et Peres étaient en grande hostilité permanente, en rivalité, il appelle Rabin, il dit voilà, fortuitement, je n'ai pas transcrit, je n'ai pas contrevenu à la règle, mais j'ai rencontré Jean Francophonie, voilà le message. Et là, Rabin lui dit, de gauche, hein, il dit, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir des amis dans le monde. Je t'ordonne de continuer à avoir des contacts avec lui, officieusement, en secret, et le jour où ils arriveront au pouvoir, on verra ce que ça donnera. Et donc, c'est comme ça que Abi Pazner a continué à avoir des relations, et lorsque Jean Francophonie est devenu ministre des Affaires étrangères de Berlusconi, immédiatement, la politique à l'égard d'Israël a changé. Donc, ils appliquent aujourd'hui, vis-à-vis du RN, dont ils ont analysé le potentiel électoral, je dis bien le potentiel électoral, parce que 2 ans avant, il est impossible de faire un pronostic quelconque. Ils ont analysé ça. Et les institutions communautaires françaises, pour en avoir parlé avec elles, sont tétanisées, sont choquées, sont en colère, reprochent à Israël d'avoir fait cette décision, reprochent à Israël d'avoir eu des mots très durs qui sont échangés off ces derniers jours, parce que ils ne comprennent pas. Et ils disent, mais nous, on nous met en porte-à-faux. Voilà, on nous met en porte-à-faux parce que maintenant, l'accusation de collusion permanente à laquelle on doit faire face de la part de LFI et des autres sur le thème l'extrême droite c'est Israël, Israël c'est l'extrême droite, on va la voir devant nous lorsqu'on va voir Bardella et Marion Maréchal à côté des officiels israéliens. Donc, pour vous dire que la construction d'un récit à l'égard vis-à-vis des communautés juives de France, c'est compliqué, que jusqu'à présent, il y avait, au fond, on a une habitude, une tradition qui consistait à montrer ou à dire que, eh bien, le CRIF parlait pour défendre Israël, parce qu'il y avait pas beaucoup de discours diplomatiques israéliens à l'égard de la communauté juive de France, alors que c'est quand même une communauté importante face à aussi à côté la plus grande communauté musulmane d'Europe. Donc les juifs les communautaires avaient l'habitude de parler à la place d'Israël. Mais voilà maintenant qu'on assiste à quelque chose de totalement nouveau. Il y a un discours diplomatique israélien assumé et qui transmet en off aux institutions juives de France en disant si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Et là où c'est douloureux, et je comprends, j'entends cette douleur. D'abord, pour les représentants, j'en ai parlé avec certains, de la droite française qui soutiennent Israël depuis le début. Bon, vous avez bien vu tous, les Estrosi, Lisna, Sarkozy et autres, qui ont tenu la ligne pro-israélienne, qui ont défendu, qui ont mis les photos des otages, se retrouvent tout d'un coup, voilà, un peu avec le sentiment d'être trahis. C'est le mot qui est utilisé. Et ça donne aussi de manière assez brutale la lecture de l'État d'Israël à l'égard de la France et met dans le même bain les Juifs de France en disant c'est portion congrue. Voilà, vous n'êtes quantité négligeable. On peut pas considérer que vous avez une influence quelconque parce que nous, c'est l'Amérique. Donc ça complète aussi vis-à-vis de pour l'influence de Trump également, c'est que très clairement Israël choisit les États-Unis dans toutes les composantes du jeu, y compris avec le choix, parce que évidemment c'est pas anodin, hein, on est quelque temps après la mort de Jean-Marie Le Pen, on est après les déclarations sans ambiguïté depuis 7 octobre de la part des élus du RN, après la participation de Marine Le Pen à la manifestation de novembre 2023 et l'arrivée de Trump. Donc depuis Jérusalem, ils se sont dit bon, bah le paysage a changé. Voilà. Donc c'est une prise de conscience qui rebat toutes les cartes de la lecture. Quelle question ici? Merci, je voudrais vous remercier pour votre exposé parce que vous avez bien mis en valeur, je trouve, à quel point Vatican II et la déclaration Nostra Aetate ont été un tournant historique et décisif dans
les relations entre l'Église catholique et le peuple juif de manière générale, et l'État d'Israël aussi. Et moi, ma question, c'est comment faire davantage connaître ce message dans le monde juif notamment, oui. En Israël peut-être aussi, parce que j'ai l'impression que ce que vous nous avez partagé ce soir est trop peu connu. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression, en tant que prêtre catholique, que ce qui s'est passé avec Vatican II, Nostra Aetate, ce qui a été confirmé par tous les papes depuis, en permanence, c'est quand même un tournant historique. Oui. Il y a quelque chose d'irréversible. Oui. Et je pense au geste du pape Jean-Paul II, allant au mur occidental déposer une prière, par exemple pour demander pardon, ou allant au Yad Vashem. Hein, c'est historique aussi. Moi, j'ai visité plusieurs fois le Yad Vashem. J'aurais aimé, personnellement, en tant que catholique, que dans le parcours historique, il s'arrête justement avant Vatican II. Il y a une suite qui aide tous ceux qui visitent le Yad Vashem à prendre conscience de ce tournant historique. Et que quelque chose de nouveau, vraiment nouveau, se joue aujourd'hui, quoi, dans nos relations. Oui. Voilà. Alors comment faire? Avec vous. Alors, je sais pas. Est-ce que vous pouvez intervenir auprès du Yad Vashem ou d'une manière générale, comment faire pour que ce soit davantage connu, enseigné? Enfin voilà. Alors je rejoins. Alors, merci pour vos propos et je rejoins effectivement cette préoccupation. Qui préoccupe également, j'en parlais tout à l'heure avant notre débat, qui préoccupe également une institution très importante en France, qui est le Collège des Bernardins. Le Collège des Bernardins, dans le 5e arrondissement, qui est un haut lieu de l'étude de l'histoire, un lieu donc chrétien à la base, mais qui est dans une logique d'ouverture, de tolérance et de capacité à intégrer tous les débats qui existent et qui possède en son sein, j'ai rencontré ses responsables, c'était très intéressant parce que ça rejoint totalement cette préoccupation qui en fait est déjà identifiée et déjà un peu prise en main, beaucoup plus qu'on imagine, et qui possède un institut d'études juives à l'intérieur du Collège des Bernardins avec des responsables qui donnent des cours toute l'année de très haut niveau, que ce soit en liturgie, en kabbale, en histoire juive, et enseigné même par certains rabbins, par d'autres universitaires, par des personnalités également, des responsables du Collège des Bernardins, des ecclésiastiques ou des gens qui sont des laïcs, mais qui sont totalement versés dans cette histoire, et qui sont de grands érudits, et qui sont absolument conscients de la question que vous posez, c'est-à-dire au fond comment pérenniser, comment continuer et comment transmettre. Parce que ce qui est assez puissant, et on le voit, effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est la pérennité et la puissance de ce dialogue judéo-chrétien qui existe très fortement, qui existe en Israël, qui existe dans l'Église de France, qui existe entre les communautés, qui existe ici avec la communauté juive, et qui est, je pense, une des matrices les plus importantes de notre aujourd'hui, de l'époque que l'on vit. Pourquoi? Parce que c'est une réflexion qu'on a partagée lors d'un débat qu'on a mené très intéressant d'ailleurs il y a 3 semaines de cela au Bernardin, où le frère Pierre-Marie Coudray d'Abou Ghosh est venu. Il y avait l'historien des religions Philippe Boukhara, et nous avons eu un débat autour du livre, autour des thématiques du livre. Et, excusez-moi, on a eu les mêmes composantes et les mêmes interrogations sur comment effectivement faire en sorte de pérenniser ce dialogue. Et on a vu la puissance de la détermination justement en entendant parler les gens des Bernardins et Pierre-Marie Coudray. La détermination à dire il faut aller au-delà parce que les nouvelles générations ne sont peut-être pas assez conscientes de l'importance de cette révolution à la fois historique, théologique, philosophique
de l'enseignement et de la reconnaissance de la relation entre l'Église catholique et le peuple juif. Donc, je pense que c'est quand même l'état des intentions est très rassurant. Je pense qu'effectivement, et c'est une question qu'on s'est posée après le débat, parce qu'on s'est rencontrés après pour en discuter, comment faire pour le populariser et faire en sorte que ça soit important, y compris la jeune génération, c'est une question qui est en ce moment posée, la réflexion est menée, parce que la grande réflexion géopolitique, c'est de dire, effectivement, il y a aussi une envie de se retrouver, parce que ce qui caractérise, et je le disais au tout début, ce premier quart du XXIe siècle, c'est la mise en danger des valeurs occidentales par des pays, un certain nombre de pays, dont maintenant le discours assumé est de dire nous sommes anti-occidentaux. Voilà. Nous avons un agenda, ce qu'on appelle improprement, mais pour faire vite, parce que c'est maintenant l'appellation de ce qu'on appelle le Sud global, avec en premier lieu Poutine, par exemple, avec le monde chinois, avec l'Iran, avec le monde turc, c'est de dire l'Occident est faible, l'Occident est prenable. Nous pouvons démontrer que les valeurs portées par l'Occident, ce n'est plus l'alpha et l'oméga, et que nos agendas de discours nationaux, de modes de fonctionnement, de relations sociales sont ceux qui peuvent prendre la main. Et parmi cela, vous avez aussi, c'est pour ça qu'on en parlait, c'était tellement important, cette idéologie totalitaire qu'est l'islamisme, qui a par définition comme principe de réduire à néant les libertés publiques, le rôle de la femme, l'expression libre, et de mettre tout le monde sous la coupe d'une charia islamique qui, bien évidemment, n'a que très peu à faire avec nos modes de vie. Et le mode de vie propagé, installé depuis tous ces siècles, malgré parfois des grandes difficultés, mais on a vu effectivement à quel point il y a eu un tournant entre le monde judéo-chrétien, entre les juifs, entre les chrétiens, qui ont produit la démocratie, ont produit la capacité de pouvoir avoir des sociétés libres et dans lesquelles on peut réfléchir également par nous-mêmes. D'où l'importance effectivement de continuer de faire savoir que c'est un combat commun aujourd'hui. Merci infiniment, Michael. Nous allons clôturer cette conférence. Merci pour ces propos, merci pour ces échanges extrêmement riches, extrêmement précis, qui, quelque part, ouvrent également sur le sujet du dialogue interreligieux, interculturel. Et nous te souhaitons le meilleur. En tant que journaliste, en tant qu'écrivain, tu es ici chez toi, merci. Tu reviens quand tu veux. Plaisir. Merci, nous vous retrouvons pour une nouvelle conférence très bientôt. Merci à vous. Merci.